Alors, nous reprenons avec un peu de retard, c'est normal, c'est très souvent le cas, avec la quatrième et dernière table ronde de cette journée d'études étalée sur 2 matinées. Et nous poursuivons avec ce thème de la dernière table ronde, ce thème qui est la protection de la liberté artistique comme outil de résilience et d'inclusion. Nous avons cette fois 4 invités, dont 2 artistes migrants. Parmi ces artistes, Khaled El Haj, dont on a pu voir une photo au moins, ou quelques photos tout à l'heure, mais également Taïgé Hamed, et nous avons aussi Béatrice Barrero-Carril, que nous avons entendue tout à l'heure. Et en vidéo, nous aurons accès aux propos également de Eleni Polymenopoulou, qui est à Doha, au Qatar, et qui nous rejoindra, qui a enregistré en fait une courte vidéo que nous aurons l'occasion de voir. Alors, je vous demande à tous les trois, vous qui êtes en direct, d'ouvrir vos caméras et vos micros également, puisque j'aimerais qu'on puisse se voir et communiquer plus facilement comme ça. Je vais vous présenter un tour de rôle et je commencerai par Tagué Hamed. Voilà, bonjour à vous. Ça va, tout le monde est là. Alors, Tagué Ahmed est chorégraphe et danseur contemporain, né en 77, donc encore assez jeune, au Tchad. Vous avez découvert la danse contemporaine en 2003 et 2 ans plus tard, vous avez créé une Dame Sénat, la première compagnie de danse contemporaine tchadienne à impact social, avant d'aller poursuivre votre formation chorégraphique à l'École des Sables de Dakar et au Centre national de la danse à Paris. En 2009, votre premier solo qui s'appelle Crash mon histoire, vous amenez en tournée dans plusieurs pays d'Afrique, en France également, et vous continuez depuis d'une création à l'autre à vous engager aux côtés d'acteurs du monde artistique et social sur des projets d'insertion de populations déracinées, notamment au Canada, où vous êtes venu, en Allemagne également. Alors, écoutez, je vous pose la première question avant de présenter plus longuement nos autres invités. Parlez-nous rapidement, peut-être, monsieur, des projets que vous avez menés en Allemagne, justement, pour mieux insérer, réinsérer des personnes migrantes. Ça va? Votre micro, est-ce que votre micro est ouvert, Tagué? Non, moi, je ne vous entends pas. Attendez, j'ai peut-être un problème pour moi. Voilà, oui, j'ai un petit problème. Ah, votre micro semble fermé. Est-ce qu'on peut à distance ouvrir le micro de Tagué? Je pense que ça va pour Monsieur Elage. Madame Barrero, Oui, maintenant, ça va je- pour vous? ça va. Parfait. Alors voilà, Tégué, votre micro fonctionne-t-il? Non. Alors écoutez, je vais commencer. Peut-être on va essayer de régler le problème. Je suis désolée. Ça va? On va commencer alors peut-être en posant une première question justement à Béatrice Barrero-Carril. Alors je vous présente plus longuement, on vous a entendu hier et aujourd'hui. Vous êtes professeur agrégé de droit international public à l'université Rey Juan Carlos III à Madrid. Vous vous intéressez depuis longtemps aux liens entre le droit international et les autres sciences sociales, les sciences humaines, les arts, mais vraiment avec un intérêt pour les droits culturels. Vous avez été chercheuse invitée à plusieurs universités au centre, entre autres à l'Institut Max Planck d'anthropologie sociale à Halle, au Centre éthique de l'Université de Toronto, au Center for Social Legal Studies de l'Université d'Oxford. Je m'arrête là. Alors, la première question qu'on voulait vous poser, c'est que vous nous avez envoyé des documents où vous expliquez, entre autres, que vous utilisez la littérature pour expliquer la diversité culturelle et les droits culturels en relation avec les migrants. Et l'un des littéraires que vous utilisez, c'est cet auteur libanais d'origine, mais qui vit en France, qui est Amin Malouf. Alors, pourquoi et comment faites-vous cette utilisation de la littérature? Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci spécialement Madame Guenet. Je suis très contente d'être ici dans ces riches séminaires. Je m'excuse d'avance pour les éventuelles erreurs que je pourrais commettre dans ces si belles langues que j'aime autant. Et oui, en fait, mon expérience en tant que juriste et professeur d'université en droit international et droit de l'homme, y compris les droits culturels, m'a montré que les méthodes classiques d'enseignement du droit
peuvent être très bien complémentées avec d'autres disciplines pour être efficaces. Dans la ligne du concept d'imagination narrative de Martha Nussbaum, la littérature offre pour moi un potentiel presque infini pour l'enseignement du droit, et des droits de l'homme en particulier, dans la mesure où la littérature favorise l'empathie. En ce sens, je trouve très utile de m'appuyer sur les travaux d'Amin Maalouf pour expliquer les droits culturels et leur lien avec des concepts tels que la diversité culturelle et l'interculturalité. La littérature, et particulièrement celle dont l'auteur a des identités différentes, joue un rôle important dans les contributions à une conscience humaine universelle. Et de plus, le Levant, la région dans laquelle Maalouf a vécu son enfance et sa jeunesse, est un contexte privilégié pour développer un esprit d'ouverture. Et voilà, lorsque j'ai lu son roman Les Désorientés, j'ai découvert un matériel inestimable pour l'explication et la compréhension des concepts juridiques complexes comme culture, identité et communauté, qui sont au cœur d'une utilisation adéquate des droits culturels et de la diversité culturelle qui évite la ségrégation et contribue à la connaissance entre des expressions culturelles et à la réalisation de la dignité humaine universelle. Ce livre raconte l'histoire d'Adam, l'alter ego de Maalouf, un historien qui retourne de Paris à son Levant natal lorsqu'il apprend la mort d'un vieux ami. Aux reproches concernant le fait d'avoir quitté sa patrie, il répond en invoquant un droit sur lequel nous avons eu l'occasion de réfléchir hier. Il dit tout homme a le droit de partir. Ce sont les pays qui doivent le persuader de rester, quoi qu'en disent les politiques grandiloquents. Il me semble qu'Adam et les autres personnages offraient des exemples paradigmatiques de plusieurs aspects des droits culturels, aussi bien que des manques de respect de ces droits, tels que sont expliqués dans plusieurs rapports de la rapporteure spéciale des droits culturels des Nations Unies, par exemple. Alors, c'est un plaisir de partager avec vous des caractéristiques et de très brefs passages de l'œuvre de Maalouf qui, pour moi, sont des ressources précieuses pour la compréhension de l'importance des droits des migrants, surtout par rapport à la diversité des identités et à l'interculturalité. Il n'est pas pour moi une coïncidence que Maalouf a été parmi des experts de la première réunion des experts indépendants qui ont préparé à l'UNESCO un projet de convention sur la diversité des expressions culturelles. Je vois dans le fait que des juristes de la stature de notre admiré Ivan Bernier et des écrivains comme Amin Maalouf ont participé à cette triade de rencontres. Et je vois ça comme la preuve de la pertinence de ce dialogue entre le droit et la littérature. En lisant Maalouf, nous comprenons très bien les déclarations universelles de diversité culturelle quand elle affirme que la culture prend des formes diverses à travers le temps et l'espace. Elle est un source d'échange, d'innovation et de créativité. Et j'ajouterai spécialement lorsqu'on voyage. La diversité culturelle s'oppose à la fois au relativisme culturel qui dénie la possibilité de jugements moraux communs, et aussi à une sorte d'universalisme hégémonique qui prétendrait imposer des valeurs eurocentriques au monde entier. Et ces conceptions se retrouvent dans les ouvrages de Maalouf, défenseur de l'interculturalité, qui est aussi présent dans la Convention de 2005. Maalouf est un fervent défenseur de l'universalité des droits de l'homme et de l'ouverture à l'autre. Il est contre les visions fondamentalistes de la culture et de la religion. Quelle meilleure façon de transmettre à nos étudiants des droits, la complexité des identités, de la diversité de la culture, que ces mots par lesquels commencent son livre Les identités meurtrières, oui. Qui nous dit, depuis que j'ai quitté le Liban, en 1976 pour m'installer en France, que des fois m'a-t-on demandé, avec les meilleures intentions du monde, si je me sentais plutôt français ou plutôt libanais. Je réponds invariablement oui. Oui. C'est ça, il répond que les deux, n'est-ce pas? C'est une façon très belle de le dire parce qu'il nous dit ce qui fait que je sois moi-même et pas un autre. C'est le deux, c'est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traditions culturelles.
c'est précisément cela qui définit mon identité. Serais-je plus authentique si je m'amputais d'une partie de moi-même? Pas du tout. L'identité ne se compartimente pas. Je n'ai pas plusieurs identités, j'ai une seule, faite de tous les éléments qui l'ont façonnée, selon un dosage particulier qui n'est jamais le même dans une personne à l'autre. Parfois, quand quelqu'un s'approche de moi pour murmurer, la main sur mon épaule, vous avez eu raison de parler ainsi, mais au fin fond de vous-même, qu'est-ce que vous vous sentez? Cette interrogation, nous dit Malouf, insistante, m'a longtemps fait sourire. Aujourd'hui, je n'en souris plus. C'est qu'elle me semble révélatrice d'une vision des hommes dangereuse. Lorsqu'on me demande ce que je suis au fin fond de moi-même, cela suppose qu'il y a au fin fond de chacun une seule appartenance qui compte, sa vérité profonde. Et ça, c'est très, très beau, je pense. Comme si le reste, tout le reste, sa trajectoire d'homme libre, ses conventions acquises, ses préférences, sa sensibilité propre, ses affinités, sa vie, en somme, ne comptait pour rien. Et pour finir maintenant, je partage aussi que c'est aussi dans son livre Le naufrage des civilisations, où il se souvient aussi de sa jeunesse au Levant, et il se fait la référence à sa jeunesse comme un idéal levantin, tel que le mien, il nous dit tel que le mien l'ont vécu et tel que j'ai toujours voulu le vivre. J'ai fini par le moment en vous laissant avec ces derniers mots, quand ils nous disent que cet idéal demande de la part de chacun qu'il assume l'ensemble de ses appartenances et un peu aussi celle des autres. Comme tout idéal, on y aspire sans jamais l'atteindre complètement, mais l'aspiration elle-même est salutaire. Elle indique la voie à suivre, la voie de la raison, la voie de l'avenir. J'irais même jusqu'à dire que c'est cette aspiration qui marque pour une société humaine le passage de la barbarie à la civilisation. Voilà, et pour moi, parce que les droits, vous voyez, les droits parfois très froids, c'est difficile de transmettre ces concepts juridiques aux étudiants. Et parfois, en lisant ce texte, je trouve que c'est plus facile. Et voilà, j'ai pensé que c'était bien de partager celui-là en tenant compte que Malouf, c'est un artiste, mais aussi un immigrant, Oui. un migrant ou un immigré. Voilà. Voilà, alors, mais merci parce qu'on comprend tout à fait l'intérêt et je pense l'efficacité d'une telle stratégie que vous utilisez comme enseignante, justement. Alors, revenons peut-être à nos deux artistes qui, eux, dans des sociétés d'accueil différentes, agissent. Alors, est-ce qu'on peut essayer de refaire le contact avec vous? Tegé Hamed, je rappelle que vous êtes chorégraphe et danseur. Tout à l'heure, on ne vous entendait pas. C'est à vous d'ouvrir votre micro. Voulez-vous réessayer, qu'on puisse vous entendre? Ça va? Est-ce que si vous parlez, Tagué? Je vous vois parler, mais je ne vous entends pas. Je ne sais pas si... Est-ce que vous l'entendez, vous, Non. par ailleurs? Oui? Non, mais parfois, ce qui marche pour moi, ces jours-là, il m'arrivait comme ça, j'ai fermé l'ordinateur complètement Il faudrait revenir et éventuellement. recommencer. Je ne sais pas si ça marcherait, mais... Parfait. Alors, ça va? Non, on ne vous entend pas. Alors, écoutez, on va... Ah, je ne vois pas non plus, mais écoutez, il y a toute une équipe technique. On va essayer de refaire le contact. On va peut-être vous demander de recommencer. Et entre-temps, je vais me tourner vers Khaled El Hadj, que j'aimerais bien présenter pour vrai cette fois. Alors, Khaled, vous êtes photographe, entre autres. Vous êtes né, vous, au Liban, comme M. Malouf. Vous avez étudié en économie et en informatique en France avant de compléter à l'Université Laval, ici à Québec, un MBA. Vous êtes donc un homme d'affaires, aussi un photographe, surtout qui vit à Québec. Votre portfolio, on en a vu un exemple tout à l'heure, est constitué de photographies minimalistes de paysages en noir et blanc parce que, et je cite, la photographie vous permet de vivre et d'interpréter l'expérience de l'indicible. Je reprends des propos que vous avez déjà tenus. Vous avez participé à plusieurs expositions collectives et deux de vos photos, entre autres, se retrouvent au Musée canadien pour les droits de la personne. Alors, bienvenue à vous. Merci d'être là également. Alors, Merci. la première question que je vous pose, c'est quelle influence votre pays d'accueil, donc le Québec, le Canada, a exercé sur votre pratique artistique? En voyant des photos d'hiver, on a l'impression qu'il y a déjà une influence sensorielle, en tout cas.
en fait, c'est clair que le sujet, mes sujets photographiques ont été imposés par mon pays d'accueil et c'est vraiment l'hiver et le Saint-Laurent qui se sont imposés comme objet métaphorique de ma démarche artistique. En fait, je photographie l'hiver, mais je, je, ce que je cherche à faire, c'est ma démarche artistique, en fait, c'est une démarche de dépouillement. J'ai compris, en fait, avant, je fais de la photo depuis très, très longtemps. Je faisais de la photo en dilettante ou en amateur très longtemps, puis je photographiais tout et n'importe quoi. Je faisais des photos qui étaient relativement correctes techniquement, mais qui ne me procuraient pas la satisfaction à laquelle j'aspirais. Et à un moment donné, j'ai compris que les photos qui me plaisaient le plus dans mon archive photographique, quand je les regardais, c'était les photos qui commençaient par une frustration. Ah. Donc, il fallait d'abord, en fait, il y avait quelque chose à photographier que je n'arrivais pas à photographier. Et cette frustration-là, c'est peut-être là, il fallait qu'il y ait une gestation, il fallait qu'il y ait une certaine forme de douleur, de frustration. Et cette frustration se dissipait au fur et à mesure que je dépouillais. Je faisais plusieurs essais photographiques d'un sujet que je voulais photographier et j'enlevais des couches, j'enlevais des couches, j'enlevais des couches. Et à un moment donné, j'avais l'impression que je touchais l'essentiel. Je touchais la beauté se révélait suite à l'action du dépouillement. Donc, en fait, c'est pour ça que je fais de la photo. Et l'hiver s'est imposé comme objet de cette démarche de recherche de l'essentiel. Donc, je ne photographie pas L'hiver, c'est l'hiver. le dépouillement aussi du paysage. Exactement. Et en fait, j'ai fait beaucoup de séries qui se déroulaient pendant la tempête parce que la tempête participe avec moi au dépouillement. Donc, la tempête, elle confond le ciel et la neige. La neige et le ciel c'est un gris clair et ça devient un. Les nuages cachent les maisons, les structures, les arbres, et il ne reste qu'une. Donc, l'hiver participe à ça. Et l'hiver s'est imposé parce que, en réalité, quand je suis arrivé ici il y a une trentaine d'années, c'est la chose qui m'a marqué le plus. Je viens du Liban. C'est un pays où il y a l'hiver, mais ça ne se compare pas avec les hivers qu'on a ici. Donc, l'hiver est quelque chose qui nous rentre nous rentre dans le corps quand on arrive d'un pays méditerranéen relativement chaud. Et donc, le choix de l'hiver s'est imposé. Donc, mais après, là, en fait, ce que j'aurais pu utiliser un autre sujet pour justement faire cette démarche de dépouillement. Puis, en fait, c'est à partir du moment où j'ai compris ça que je me suis senti comme la légitimité de présenter comme de sortir un petit peu de l'ombre et de dévoiler. Avant, je n'avais aucune intention de parler de mes photos ou de les présenter ou de chercher à les faire connaître. D'autant plus qu'en fait, c'est que j'ai comme, à titre d'homme d'affaires, j'ai comme un peu j'aurais voulu être un artiste. J'ai comme l'impression que je suis un petit peu usurpateur du titre d'artiste. J'usurpe un peu ça. D'ailleurs, même un peu comme Dominique Lemieux le disait tantôt dans la table ronde précédente, il interrogeait la légitimité de sa participation. Moi aussi, j'interroge la légitimité de ma participation. Hélène Giguère a insisté un petit peu elle a été quand même assez convaincante pour que je vienne témoigner. En fait, c'est que moi, je ne suis pas dans le parcours typique de l'artiste immigrant. En fait, moi, j'ai fait mon immigration avant de sortir du placard en tant qu'artiste. Ça fait une dizaine d'années seulement là, que je fais je me considère comme ayant une démarche artistique, disons-le comme ça. Mais avant, en fait, c'est que mon intégration, puis j'adhère totalement aux propos de Hamid Malouf sur l'intégration, notamment ce qu'il dit dans des identités meurtrières. Je le vis, je le sens, c'est comme ça que je le vois. L'identité, c'est un processus, ce n'est pas une structure, c'est pas figé. Ce n'est pas fixé, ce n'est pas... Oui. En fait, si on compare avec les langues, notamment tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait des langues, si on compare avec les langues, l'identité n'est pas un substantif, l'identité est un verbe, donc ça évolue. Et dans ce sens-là, en fait, moi aussi, je partage exactement cette démarche-là, tellement que je me considère maintenant comme un Québécois de souche.
Mhm, mhm. Puis je suis de souche parce que j'ai planté 2 filles, 2 jeunes Québécoises, et mes filles me transmettent par hérédité inversée leur caractère de Québécoise. Donc, je suis plus Québécois depuis que je suis père de Québécoise. Mhm. Et ça, c'est vraiment la preuve que c'est vraiment l'identité est un processus en marche qui se définit, qui se redéfinit tout le temps. Je comprends parfaitement et j'ai envie de vous dire que je serai très bientôt, c'est personnel, je m'en excuse, mais grand-mère d'une petite fille qui sera à moitié marocaine d'origine. Alors, je trouve que c'est extraordinaire, ce métissage qui se poursuit. Mais donc, je comprends que dans votre intégration qui est complétée depuis longtemps, votre pratique artistique n'a pas eu vraiment de place, de rôle à jouer. Ben, C'est autre en fait, chose. ça aussi, c'est une interrogation que j'ai enclenchée suite à mes discussions avec Hélène, justement. Euh, En fait, longtemps, j'ai pensé qu'il n'y avait pas de lien entre ma pratique artistique et mon intégration. Et en fait, il y en a un. Il y en a un, mais il n'est pas dans le sens qu'on pense. C'est pas ma pratique artistique qui a facilité mon intégration. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est que l'acceptation de mes œuvres dans mon pays d'accueil je pense, est le révélateur de je vais dire la réussite de mon intégration, en autant qu'on peut réussir une intégration. Mais je pense que je vais quand même relativement bien réussi. Donc, c'est plutôt dans le sens inverse. C'est que l'acceptation, je peux vous donner des exemples. Il y a une des personnes qui a acquis une de mes photos qui m'a dit à un moment donné, ben, cette photo-là, c'est mon enfance. Puis cette personne-là, elle a à peu près le même âge que moi, là, au début de la cinquantaine. Donc, en fait, moi, au début de la cinquantaine, mon enfance, c'était pas ici, c'était ailleurs. Et, euh, et le fait de me faire dire, cette photo-là, c'est mon enfance, ben, en fait, c'est un révélateur pour moi que j'ai réussi à capter quelque chose dans un pays euh, où je suis arrivé sur le tard, mais qui prédatait mon arrivée. Donc dans ce sens-là, c'est clair que ma pratique artistique révèle ça. Et en me le révélant, en fait, ça me fait dire que je ne suis pas juste dans ce territoire, je suis du territoire. Euh, je, 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 euh, je me suis fait dire aussi, là, tu sais, avec des comparaisons, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, tes photos m'inspirent. Euh, euh, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que Jean-Paul Lemieux a une influence sur ta pratique Oui, artistique? oui, oui. Et en réalité, je ne connaissais pas l'œuvre de Jean-Paul Lemieux quand la personne me l'a dit. Et quand j'ai regardé, j'étais surpris de constater qu'il y avait quand même toute comparaison et toute proportion gardée, loin de moi de vouloir me comparer à un si grand artiste, mais il y avait quand même une interprétation du paysage, euh, il y avait quelque chose de commun dans l'interprétation du paysage Et dans la entre des... réception, dans l'émotion ressentie à voir les deux. Ouais. Ben, en fait, et ça aussi, là, ça me dit que Jean-Paul Lemieux, qui est un natif de ce territoire-là, moi qui ne le suis pas, je suis devenu du territoire, comme Jean-Paul Lemieux est du territoire. Et tout à l'heure, dans la table ronde précédente, on parlait de l'universalité. Ben, en fait, on peut accéder à l'universalité par l'art. Oui. Voilà, bel exemple. Alors écoutez, on va essayer pendant qu'on essaie de refaire le contact avec Tagué Hamed. On avait un problème sonore, j'espère qu'on va pouvoir le régler, mais c'est peut-être le moment de vous inviter à regarder une courte vidéo, mais en fait c'est à peu près 5 minutes, parce qu'on a une autre participante, Eleni Polymenopoulou. Elle est professeure adjointe à l'université Hamad bin Khalifa au Qatar et elle répond de Doha aux questions qu'on lui a posées. On lui a posé quelques questions. Par exemple, est-il possible, d'après vous, d'atteindre une réelle égalité dans le monde des arts? Comment réussir une inclusion et une représentation équitable des groupes vulnérables? Et qu'est-ce que la pandémie aussi nous enseigne quant à l'avenir de la liberté artistique? Hein? C'est un sujet qu'on n'a pas encore largement traité. Il est tout à fait d'actualité. Alors, c'est Hélène qui va amener cette vidéo, mais je vous préviens, elle va faire un petit montage en direct entre une réponse et une réponse un peu plus longue. Là. Vous allez le voir. Alors, Hélène, c'est à vous. On pourrait regarder donc cette enseignante, voilà, de Doha.
Good morning. I'm really glad to be able to participate in that amazing conference. Many thanks to the organizers for inviting me here. I'm just sorry I'm not able to participate in the live sessions. So I'm assistant professor here in Doha at the HBKU, as well as adjunct professor at Georgetown University. However, I have also studied the fine arts in the past. I have also practiced illustration, especially of children's books, and I have authored some as well back in Greece. Now I will be answering my questions in my capacity as a lawyer. My first question is, can we ever achieve substantial equality in the art worlds? Well, I don't really know if we are ever going to get there. Substantial equality in terms of equality of opportunities is still challenging, of course, in many respects. Now, we also know that change never happens overnight. It is important to build a human rights culture, to build to raise awareness about the significance of cultural rights, especially in those parts of the world that lack this human rights culture. So we do need to continue emphasizing the need to achieve cultural diversity, to achieve more cultural diversity in contemporary societies. This is why the 2005 UNESCO Convention is important. This is why reflection days and workshops such as this one are also important. Now, my second question. This is the second question, and now the third question, what can the COVID-19 pandemic teach us for the future of artistic freedom? Well, I will be adopting an optimistic view here that this whole situation will be ending soon, and we will soon go back to some normality. Well, I can say that from the perspective of the artists, I think this has been the lesson that artists really, and performers and musicians, they really need to adapt better and more swiftly to change. So we know how badly has, you know, the cultural sector in the art market, how badly they have been affected. We know how cultural institutions around the world, how artists around the world have been affected. Their museums and galleries have closed down as part of confinement measures. We know that artists, musicians, performers, that they have been grappling with their own existence. We know that freelance artists and performers have lost their jobs, concerts around the world, festivals have been cancelled. But at the same time, there are good practices, examples of best practices around the world. That is also important. Artists have been able to react online by organizing online concerts. I'm sure we have discussed already at this conference many such examples. So there are people who are have been able to adapt very well. Museums around the world have started offering virtual exhibitions. There have been virtual contests, including on the topic of COVID-19, art, visual art context. There have even been a number of auctions of works of art that have helped collecting funds for persons that have been affected with, who have been affected with COVID-19. So we need to be able to identify these examples as best practices, and artists need to be able to formulate their claims better and to react in terms of adapting to the situation. At the same time, of course, states, they also need to pay more attention to their cultural industries, their art market, and under the UNESCO, there should be mechanisms that are better developed to be able to, so that, you know, the art worlds are able to respond better to disasters and pandemics. I think we also need to spread awareness on the importance of the economic aspects of the art market, as well as cultural tourism that accounts, according to the UNESCO, to it makes up nearly 40% of world tourism. So we need
to see the pandemic not only as a great disaster, but also as an opportunity for us to learn more and be able to advance better. As a human rights lawyer, I would also say that the international community as a whole need to pay more attention to the implementation of cultural rights, especially taken in their collective dimension. Thank you so much. Voilà. Good morning. Voilà, donc c'était, voilà, nous revenons donc en direct. Alors, c'était donc Eleni Polyménopoulou, qui est professeure de droit, vous l'avez compris, à l'université Hamad bin Khalifa au Qatar. Alors, voilà, je pense qu'on a peut-être réussi, j'espère, à refaire le contact de façon sonore avec Tege Ahmed. Est-ce que vous êtes là, Tege? Vous m'entendez bien? Vous allez pouvoir nous parler. Est-ce que votre micro, on a le même problème que tout à l'heure, alors? Ah, quel dommage. C'est compliqué techniquement, hein. Vous le savez, vous avez peut-être l'habitude des conférences comme ça en Zoom, mais l'équipe technique est dans différents endroits, loin de moi. Je n'ai pas de contact direct non plus. Vous avez, c'est ça. Alors, je comprends que... Est-ce qu'il y a une solution en vue? Ça me dit que si je... Attendez, je ne peux pas. Je n'ai pas de contrôle moi-même sur votre micro. Vous avez réussi à l'ouvrir? Vous avez essayé de l'ouvrir physiquement au bas de votre écran, Taïgé? Est-ce que vous m'entendez? Ton micro, Taïgou, votre micro semble ouvert, mais je pense qu'on ne vous entend pas. C'est peut-être l'ordinateur qui a un problème. Parce que l'icône nous dit que le micro est ouvert. Hein? Oui. Alors non, je ne comprends pas trop. Écoutez, je vais revenir peut-être à vous, Béatrice. Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre façon d'intervenir avec les étudiants en utilisant la littérature, mais vous avez aussi des expériences carrément sur le terrain dans la promotion des droits culturels des migrants, d'autres types d'expériences. Alors, voulez-vous nous en parler un peu avant qu'on revienne peut-être à Khaled et à Taïgé? Oui? Oui, oui, merci beaucoup. J'espère qu'on a l'occasion de lui attendre. Mais pour le moment, je voudrais partager précisément une activité que je pense que d'une certaine manière trouve son origine dans le dialogue interdisciplinaire avec ma collègue Gemma Carbon et probablement dans précisément un texte que nous deux avons présenté précisément là au Québec au sein de la chaire, accueilli par Véronique Ebremont et son équipe et la Fédération des coalitions pour célébrer le 10e anniversaire de la Convention. Et je pense que c'est grâce à ce travail que j'ai pris conscience du fait que l'éducation axée sur la diversité culturelle doit avoir comme une de ses priorités les enfants et de la société d'accueil. Et qu'à travers de ça, on peut faire beaucoup pour cette entreprise afin de, comme le dirait Gianni Rodari, pas de faire de tous nous des artistes, mais de faire en sorte que personne ne soit un esclave. L'activité que je partage avec vous maintenant est vraiment parmi d'autres activités qu'on a réalisées dans un projet financé par l'European Cultural Foundation. Et cette activité consistait à travailler avec des enfants entre 7 et 11 ans sur le thème de la liberté culturelle et du droit à la dissidence en relation avec les droits des migrés. Et l'objectif de l'activité était d'inviter les enfants à réfléchir aux stéréotypes, à la valeur et aux défis de la diversité culturelle associée à la migration et au principe d'égalité de tous les êtres humains, quelle que soit leur origine ou leur nationalité. Et la base de l'activité était l'histoire du jeune crabe. C'est une histoire de Gianni Rodari qui est dans son bouquin Conte de téléphone ou Conte par téléphone, qui raconte l'histoire d'un crabe qui veut marcher d'une manière différente. Il veut marcher vers l'avant. Comme dans d'autres histoires où Rodari invite les enfants à utiliser son imagination comme un pouvoir libérateur, il propose dans le jeune crabe une réflexion sur le droit à la dissidence, les valeurs de la diversité et l'expérience enrichissante de la tolérance, ainsi que sur le phénomène de la migration. Et en fait, la famille du crabe ne lui soutient pas dans ses aspirations, elle lui laisse le choix entre rester dans la communauté ou se lancer seule dans la poursuite de son rêve.
c'est ainsi que commence le voyage de notre jeune crabe que Rodari laisse ouvert. Il laisse ouvert l'histoire, le chemin. Les enfants ont pu réfléchir au pourquoi et au comment du respect et de la promotion de la diversité culturelle et des droits culturels des migrants dans les sociétés d'accueil, mais aussi aux situations qui poussent les gens à migrer, et en mettant l'accent, mais pas seulement sur la diversité, et aussi a compris la dissidence comme une raison de migrer. Et voilà, on était aussi inspirés par les travaux des organismes internationaux des droits culturels, par exemple dans les travaux à nouveau de la rapporteure spéciale des droits de l'homme, qui pourrait l'éclairer que les droits de ne pas être inquiétés par ses opinions consacrées par l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, comprend aussi les droits de ne pas être inquiétés pour ses opinions sur la religion, la culture et les traditions. Sur la base de ces droits, les enfants ont eu l'occasion de réfléchir à l'importance, en termes de dignité humaine, de la capacité d'avoir ses propres opinions et ses propres projets de vie, même s'ils sont différents des autres. Je peux finir ici. On a fait des expériences dans des endroits très différents, à la Finlande, à Tampere, à Oxford, au Royaume-Uni, et aussi en Espagne, dans une école de Girona. Et vraiment, c'était intéressant et les résultats étaient différents. Par exemple, bien sûr, ça ne peut pas être représentatrice, n'est-ce pas, parce que c'est seulement mais c'était intéressant parce que dans quelques expériences, on a vu que les enfants de la société d'accueil étaient plus sensibles à comment les enfants qui viennent d'autres pays vivent chaque jour avec cette identité. Bon, c'est une expérience très intéressante et on a appris beaucoup. Voilà. Merci. C'est vraiment formidable parce que vous montrez bien par les deux exemples, les deux interventions, à quel point l'art, par le moyen de l'éducation, est un outil formidable. C'est-à-dire quand on passe par le réseau scolaire, par l'éducation, que ce soit auprès des enfants ou des étudiants d'université. Je me demandais, Khaled, vous avez vos deux filles nées ici, elles sont allées à l'école avec des enfants de la société d'accueil, comme on dit. Est-ce que vous êtes aussi sensible à cet aspect-là de l'intégration? La place de l'éducation, mais de l'art, comment l'art et l'éducation confondus peuvent être des outils formidables. Est-ce que vous l'avez constaté vous-même? En fait, malheureusement, en fait, je vais dire que l'art n'est pas valorisé autant que je le souhaiterais ou qu'on le souhaiterait, autant que nécessaire dans le milieu scolaire. Le milieu scolaire insiste bien entendu sur les matières de base. Oui. Et l'art est considéré comme une voie secondaire, pour dire le moindre, puis parfois même comme un loisir. Alors que l'art est fondamental pour comprendre le monde. Et je pense que si les autorités publiques accordaient plus d'importance à l'art dans le domaine scolaire, je pense qu'on formerait des adultes un petit peu plus complets. Voilà. Mes filles ont choisi l'option d'art. Elles sont toutes les deux maintenant au secondaire. Elles ont choisi, il y a une option anglais enrichi et une option art. Elles ont choisi l'option art. Puis on a travaillé fort on travaille toujours fort pour les convaincre que ce choix-là est un choix judicieux et méritoire, parce que c'est les élèves qui font ce choix-là, c'est les élèves qui ne sont pas forts en maths, qui ne sont pas forts en sciences, donc ils s'en vont du côté artistique. Alors que mes filles sont très fortes en maths, très fortes en sciences, et elles ont fait le choix d'aller dans les domaines artistiques, parce que c'est important, c'est aussi important que les maths, c'est aussi important que les sciences. Il faudrait davantage de culture à l'école, mais encore là, que la culture qu'on leur présente à l'école soit une culture ouverte à la diversité des expressions culturelles. Ça peut être une rencontre, là aussi, là, comme dans le conte que nous racontait, un catalyseur de discussion, etc.
Oui, absolument. En fait, nous, vous le savez, nous vivons à Québec, puis Québec est une ville qui n'est pas très diversifiée. Elle l'est de plus en plus. Il y a de plus en plus, on voit de plus en plus de minorités visibles, disons. Là, on voit de plus en plus de supermarchés. On a un Adonis depuis pas très longtemps qui est un supermarché de produits méditerranéens, mais il n'en reste pas moins que Québec est quand même une ville très homogène. Et cette homogénéité-là se traduit à l'école, bien entendu. Mais ma conjointe est québécoise, donc mes filles sont j'allais dire moitié-moitié, mais c'est pas tout à fait moitié-moitié parce que dire moitié-moitié, c'est comme donner beaucoup trop d'importance à mon ADN. Elles sont plutôt québécoises et un petit peu avec un bagage génétique méditerranéen, mais réellement, en fait, elles sont plutôt québécoises que libanaises. Mais ne serait-ce que par leur apparence physique, ce que je leur ai transmis de la mienne, elles se font poser la question. Tu viens d'où? Je viens d'ici. Et donc, en fait, cette question-là, en fait, c'est un peu comme les questions que Malouf se faisait poser. Là. Tu viens d'où? Je viens d'ici, mais c'est parce qu'elle a elle a un aspect physique qui est légèrement différent, mais en fait, on pense qu'elle vient d'ailleurs. Mais c'est des questions légitimes aussi. Là. Pas, je ne dénigre pas la légitimité de ces questions-là, mais mes filles sont confrontées à ça, Oui. alors que dans leur tête et dans leur cœur et dans leur esprit, c'est des Québécoises comme tout le monde. Oui, tout à fait. Alors écoutez, je pense que je vois, Tagué, vous avez pris des écouteurs. Est-ce que vous nous entendez mieux? Est-ce que vous entendez bien ce que nous disons maintenant? Est-ce que si vous essayez de parler, est-ce qu'on vous entend? Sinon, on a peut-être une solution. Peut-être que vous êtes en contact avec Hélène Giguère qui vous a contacté, qui avait fait le contact avec vous. Peut-être que vous pourriez téléphoner à Hélène ou communiquer avec elle par le chat ou téléphoner à Hélène et elle pourrait mettre votre voix sur le haut-parleur, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut essayer ça? Ah, je vous entends taper sur le chat. Ça se peut? Alors, écoutez. J'ai cru entendre quelque chose aussi. Est-ce que vous nous entendez, Taïgo? On entendait, hein? Oui. Tagué, est-ce que vous nous entendez bien, du moins? Oui? J'ai l'impression que oui. Bon, alors écoutez, on va essayer de continuer. Alors, Hélène essaie de son côté, là, qui est parmi les organisatrices, bien sûr, de la journée. Mais comme il est déjà 11h28, on pourrait déjà ouvrir la période d'échange et vous pourriez poser vos questions à Khaled et à Béatrice entre-temps et on essaiera de rejoindre Tagué toujours. On n'a pas perdu espoir. Alors, écoutez, on va ouvrir la période d'échange. On fonctionne comme pour les précédentes périodes d'échange. Oui, alors Hélène me dit qu'elle va pouvoir vous parler sur WhatsApp. C'est bien ça? Et est-ce que vous allez pouvoir, voilà, relayer le son jusqu'à nous, à tout le monde, sur Zoom, Hélène? Je parle à Hélène, évidemment, avec mon téléphone. Vous avez compris. Alors, écoutez, qui d'autre, pendant ce temps-là, on pourrait, pendant que le contact va se faire, et Hélène va me le dire, on va essayer de prendre des commentaires ou des questions de gens qui aimeraient tout de suite poser des questions ou faire des commentaires à ce moment-ci. Alors, voilà, est-ce que c'est le cas? Faites-nous signe. Faites-nous signe et puis on essaiera de... Voilà, je ne vois pas de main qui s'élève directement. Ah, peut-être Laurence Cuny, je pense, aurait peut-être une question. Laurence, est-ce que vous voulez prendre la parole? Laurence, qui était l'une, bien sûr, des conférencières ou des présentatrices de la première partie de cette journée d'études. Laurence aurait un commentaire maintenant. Alors, je vous suggère de, bien sûr, ouvrir caméra et micro en même temps. Et vous avez la parole, Laurence. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être que vous ne me voyez pas encore. Pas encore. Et est-ce que ça marche maintenant? Oui, c'est ça. C'était un commentaire que j'ai mis dans le chat pour rappeler une des recommandations de la rapporteuse sur l'éducation artistique
effectivement, qui ouvre des champs de possibles dans tous les domaines, pas seulement dans celui de l'art. Donc, c'était pour abonder dans ce sens-là. Et peut-être aussi rappeler, parce qu'on n'a pas pu entendre Taïgé Ahmed, tout le travail qui est fait par l'UNESCO sur ce qui s'appelle Art Lab pour le dialogue et les droits humains, et qui est un travail vraiment passionnant autour de l'art comme outil de résilience, qui se développe et qui vise même à montrer aux organisations internationales la place qu'elles doivent laisser à l'art. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des interventions artistiques pour soulager les personnes qui sont dans des situations difficiles, mais c'est vraiment l'art pour leur donner la parole, pour leur permettre de déployer ces identités dont Béatrice parlait et vous aussi également. Donc, c'est aussi cette place que prend l'art, que demande l'art, et qui n'est pas à côté d'eux, mais qui est au centre d'eux, et vraiment central aussi pour nous. Voilà, c'était simplement pour ces commentaires-là, mais je n'avais pas de questions particulières. Parfait. Merci. Merci, Laurence. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait à ce moment-ci voilà, procéder à une question ou un commentaire, là, tout aussi pertinent? Sinon, ben voilà, est-ce qu'on réessaie voilà, avec Tagué Hamed? Alors, voilà, est-ce que Tagué, ça va? Est-ce que vous nous entendez toujours? Mais sans pouvoir communiquer. Alors, écoutez, on va peut-être poser une dernière question à Khaled. Oui, j'avais une question pour vous, mais elle est peut-être enfin, superflue à ce moment-ci, mais est-ce qu'il y a, même si vous vous considérez, vous êtes québécois maintenant, c'est votre nouvelle identité, enfin, votre identité ressentie visiblement, est-ce qu'il y a des limites, est-ce que vous sentez qu'il y a des limites ici au Québec ou au Canada pour des artistes migrants? Et ce n'est pas le cas pour vous, mais est-ce que vous le sentez autour de vous? Quand vous parlez à des gens qui sont peut-être d'origine libanaise ou marocaine, justement, et est-ce qu'eux vous le disent, ces gens qui, à Québec ou à Montréal, que vous avez l'occasion de fréquenter, et qui sont des artistes professionnels ou non, mais qui aimeraient une plus grande visibilité, sentent-ils qu'il y a des barrières? Est-ce qu'on vous a déjà communiqué ce genre de critiques à propos? En fait, c'est a priori, quand on pense à la liberté artistique, on pense à la liberté de l'expression artistique. On se dit, ben, on vit dans un pays où la liberté d'expression est valorisée et on a le droit de parler de tout. Puis, donc, a priori, on pense que, il n'y a pas de limite, mais dans les faits, il y en a quand même une, même pour les, même pour les artistes natifs, appelons-les comme ça pour faire une distinction. Il y a quand même des limites à la liberté. On le constate. Tout à l'heure, on parlait de Mike Ward, ou c'était hier, je crois, on évoquait l'histoire de la saga judiciaire avec Mike Ward sur la liberté d'expression artistique. On peut penser aussi même à l'Université Laval, il y a quelques années, il y a un étudiant qui présentait un projet en art, un projet de fin d'études qui a été judiciarisé. Aussi, le dossier a été judiciarisé parce qu'il parlait de kidnapper des enfants comme projet de fin d'études, puis en les attirant avec des sucreries, puis en les mettant dans des sacs. Donc, en fait, il y a des limites, de l'expression artistique qui sont imposées par la société. Il y a des limites. En fait, la société considère certains sujets comme tabous, et ça s'applique aussi aux immigrants a fortiori. Mais en même temps, on a quand même une très grande liberté, comme si je prends l'exemple de Marc Séguin, qui a déjà utilisé des cendres humaines dans ses pigments. Quand il préparait ses couleurs, il utilisait des cendres humaines. Je pense que là, on est vraiment à la frontière de quelque chose qui, ici, ça passe. Je me demande, dans un pays musulman où la crémation est interdite, je me demande comment les œuvres de Marc Séguin pourraient être accueillies dans un pays musulman, par exemple. Donc là, ça donne, en fait, le fait de savoir qu'il y a des cendres humaines dans un tableau, ça donne toute une dimension interprétative là, au tableau. Donc, il y a des limites qui peuvent être franchies, mais ça, c'est sur l'aspect de l'expression à proprement parler, le sujet artistique.
mais la liberté artistique inclut aussi la liberté de créer, c'est-à-dire l'opportunité et le choix d'avoir le temps et le loisir et le luxe de créer. Et ça, c'est directement connecté à l'aspect économique. Est-ce qu'on peut, il faut qu'on puisse vivre de notre, il faut que l'expression artistique génère suffisamment de revenus pour qu'on puisse avoir une vie décente. Et c'est là où on voit qu'il y a la liberté et à plus de limites. En fait, je pense qu'il y a plus de limites à la liberté artistique dans l'aspect économique que dans en tout cas au Canada, que dans l'aspect du sujet qu'on peut aborder ou pas. Et c'est dans ce sens-là, en fait, c'est que les artistes immigrants ne sont pas à l'écart de tout ce qui arrive. En fait, les problèmes économiques sont des problèmes qui sont plus saillants dans la population immigrante que dans la population native. Le taux de chômage est plus élevé, la reconnaissance des diplômes est plus compliquée, puis a fortiori pour les artistes, c'est le cas. Donc, ce que j'ai constaté, c'est à un moment donné, j'ai été en contact avec un artiste libyen qui s'appelle Kal Gajoum. C'est un artiste peintre qui a vraiment... il n'a pas de problème économique de vivre de son art. Il est représenté dans des galeries très, très connues à Londres, à Paris et à New York. Maintenant, il vit en Colombie-Britannique. Il est d'origine libyenne, de père libyen et de mère tunisienne, je crois. Et ça fait longtemps qu'il est parti et il n'a pas de problème économique. Mais quand je l'ai rencontré, il y avait une exposition de lui dans une galerie d'art à Québec et on a discuté un peu. Et j'ai appris en fait que Kal Gajoum s'appelait Khaled Gajoum. Donc le Kal, c'est pour Khaled. Donc il a changé de prénom. Puis là, la question se pose, est-ce qu'il a changé de prénom parce que Kal, c'est plus vendeur que Khaled? Est-ce que s'il s'appelait Khaled Gajoum, est-ce qu'il aurait le succès qu'il a en ce moment? La question se pose. En fait, je n'ai pas de réponse. C'est juste que la question se pose. On sait que dans le domaine artistique, des noms de scène, c'est pas rare. Il y a des gens qui vont changer de nom. Michel Louvain, qui nous a quittés hier, s'appelait Michel Poulain. Et il a jugé que Michel Louvain, c'était pas vendeur. Donc, Michel Poulain, c'était pas vendeur. Il l'a changé pour Louvain. Il a connu le succès qu'on connaît. Mais donc, en fait, c'est que la question se pose de façon encore plus saillante pour les immigrants qui se donnent un nom de scène qui leur permet peut-être d'enlever cette couche qui leur colle à la peau d'immigrants, justement. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter d'être immigrant. On ne peut pas être immigrant toute sa vie. Il faut arrêter d'être immigrant à un moment donné puis être juste, pouvoir exprimer son art, puis faire de l'art. Oui. Merci beaucoup, Khaled. C'est vraiment passionnant, tous vos propos et votre façon d'exposer, de vivre votre identité maintenant, de nous la communiquer. Alors, voilà, est-ce que Tagué, Hamed, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir vous entendre. Est-ce que vous avez peut-être par le chat essayé de communiquer le problème de votre côté ou enfin... est-ce que, peut-être que je peux te demander, je pense, Hélène Giguère qui avait fait ce contact-là, la personne qui a contacté Tagué Hamed pourrait peut-être nous résumer un petit peu à quel point son travail est formidable, ce qu'il fait là-bas. Alors, qui est-ce? Joanne Bouchard, peut-être? Hélène Giguère pourrait peut-être venir à l'écran et nous parler de cet artiste. Je rappelle, il est chorégraphe, danseur, il travaille en Allemagne, entre autres. Il se promène en Europe et ailleurs. Il est venu au Canada. Malheureusement, on n'a pas accès à sa voix. Qui pourrait nous parler de lui? Alors, Joanne Bouchard, peut-être. Joanne, vous acceptez d'en parler? Alors, on vous écoute. Je peux essayer, mais Tagué, je suis désolée d'être pas aussi au courant que j'aimerais l'être de tous les projets dans lesquels tu as collaboré avec le Art Lab. Je pense que, un peu comme Laurence a dit, peut-être le plus simple, c'est vraiment d'aller voir. Il y a d'une part un entretien et une courte vidéo qui a été faite dans le Art Lab sur le travail que Tagué a mené dans un camp de réfugiés, donc un travail artistique avec les personnes qui étaient là. Pour leur donner, voilà, pour leur permettre d'exprimer leur dignité, de se réapproprier en fait le fait d'être un être humain à part entière et pas juste une personne réfugiée, mais aussi de poser la question de comment à l'intérieur d'un camp de réfugiés, on a des endroits qui viennent de partout, qui ne sont pas nécessairement du même village,
on les voit comme un groupe, en fait, qui devrait être monolithique, où c'est facile de les considérer comme monolithiques, alors qu'il y a toute une diversité aussi à l'intérieur de ces endroits-là. Et donc, de donner cette plateforme pour travailler avec des chorégraphies, avec de la danse, avec du mouvement, beaucoup, si je ne me trompe pas, Taïgou, tu travailles beaucoup avec le mouvement, pour permettre de dire des choses autrement que par la voix, autrement que par des mots, mais de réussir à exprimer quelque chose qu'on porte. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être, comme je veux pas, je vois qu'il y a encore des tests pour le voir. C'est dommage de ne pas avoir la voix, même si on avait le mouvement, ce serait difficile. Mais peut-être que vous pourriez, Joanne ou Taïgé peut le faire aussi tout de suite, inscrire le lien vers ce hotline. Exactement. Et les C'est ce gens que pourraient, j'allais vous dès la proposer. fin de la conférence, aller, oui, ce serait apprécié, aller voir. Et donc, je ne sais pas si Hélène veut compléter avec les discussions que vous aviez eues dans le cadre de la préparation de cette conférence-ci. Moi, je vais aller, en tout cas, vous chercher tout de suite les liens pour Merci, c'est aller vraiment, plus loin. c'est apprécié, merci.